On a beaucoup roulé. Il y a beaucoup de choses en même temps. Aujourd'hui, c'est un peu la reprise pour nous aussi, parce que depuis quelques mois, nous sommes en studio. Et voilà, il y a beaucoup de. On va être concentrés ce soir. Mais tout va bien, tout va bien. On est toujours content d'être sur scène. Un plaisir de se retrouver ici au Cabaret Vert. Pour nous, c'est une première. Être présent ici, c'est une première. Et donc, on est très heureux d'y venir pour la première fois, de découvrir le festival. Et voilà, comme dit Jo, on a pas mal roulé. On s'est fait 12 heures de tourbus cette nuit. On voulait éviter les trains aujourd'hui avec le retour des vacances, éviter les retards, comme ça a pu arriver dans le On passé. sait que tout est possible. Et vous avez entendu parler du Cabaret Vert de Charleville-Mézières. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur ce festival déjà? On en a entendu directement parler par un de nos collaborateurs qui travaille sur nos clips, qui est originaire d'ici et de Charleville-Mézières. Il est là ce soir. Et donc il nous a dit que le festival est un très bon festival. Et voilà, on est impatient de découvrir et de le croiser. C'est quelqu'un qui fait partie de notre équipe et qui bosse sur nos clips depuis pas mal d'années maintenant. Bonjour, je suis Ben de la Ferrarock. Alors justement, on est au Cabaret Vert, c'est un éco-festival. Moi, j'aimerais bien rentrer un peu dans votre intimité, savoir ce que vous faites vous au quotidien pour essayer de réduire votre empreinte écologique. Et plus sérieusement, on sait que la question écologique, c'est quelque chose qui va augmenter les inégalités sociales, les mouvements migratoires. Est-ce que c'est un thème que vous allez traiter dans le futur? Parce que j'ai pas souvenir que c'est un thème qui ait déjà été traité par IAM. Je connais pas votre discographie par cœur, excusez-moi. On en parle dans Oui. pas mal de morceaux, notamment dans les derniers albums, mais c'est On y fait des beaucoup sujets qui allusion, ouais. intéressent les membres du groupe à divers niveaux. Il y en a qui sont très impliqués, d'autres moins impliqués. Le plus impliqué, c'est Pascal. Je pense qu'au quotidien, si on veut, c'est quelque chose qui m'intéresse un petit peu. C'est malheureusement passé par la voie normale et ça passe par des scores importants dans certaines élections. Il n'y aura pas d'autre chose, il n'y aura pas d'autre choix. Pour ceux les plus radicaux qui sont persuadés que les révoltes violentes, ça marche, en France, ça a toujours abouti à la multiplication de nombre de forces de l'ordre par la suite. Donc je suis persuadé que les choses se changent en toute intelligence, dans le calme et dans les urnes. Malheureusement, si les votes et les scores ne sont pas au rendez-vous, les questions écologiques seront rembarrées au 8e plan. On sait très bien que les candidats des partis classiques, ils en prennent conscience quand les scores sont très élevés et puis ils s'en foutent quand les scores sont très très bas. On est dans un monde avec un système tel qu'il y a quand même une contradiction avec notre manière de vivre et ce qu'on fait sur la planète. Après, ces contradictions-là, on les a nous, au quotidien, dans ce qu'on fait. Moi, j'en suis parfaitement conscient. Bien sûr. Je pense que dans nos gestes quotidiens, on essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on sait. Parce que des fois, ce qu'on sait, ça change 10 ans après. On nous dit « Ah, mais finalement, ça, c'était pas Non. terrible. Ça, c'était pas très bien. » Et donc, voilà, avec ce qu'on sait, dans le moment où on sait, on essaie de le faire. Ça passe par la consommation. Ouais. Après, C'est le nerf de la guerre. Après, comme on dit toujours, c'est difficile. Quand Chil dit qu'on en a pleinement conscience, c'est que même pour nous tous ici, c'est difficile d'être objectif à partir du moment où dans nos toilettes, il y a toujours de l'eau potable. Ben ouais. Non? Oui, tout à fait. Alors bonjour Ayam, je vais être beaucoup plus léger. Vous aimez la culture japonaise. Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser encore à propos de justement cette passion que vous avez? Il y a des tas de trucs, je pense, dans les passions qu'on a et dans les objectifs qu'on a. Ces dernières années, on a accéléré les concerts à l'étranger, on a accentué nos tournées en les orientant encore plus vers la prise de risque à l'étranger, que ce soit la tournée qu'on a faite en Chine avec devant un public qui ne connaissait pas forcément IAM, ou aux États-Unis, des fois dans des villes aussi où les gens ne connaissent pas forcément IAM, puisque quand on joue à New York ou à Los Angeles, il y a la communauté française. Dans d'autres villes, on a fait 2 tournées américaines où on est passé d'est en ouest et l'autre d'ouest en est. Et justement, on a fait un concert à Tokyo qui nous a donné envie de faire plus de choses au Japon. Ça peut être des concerts, mais ça peut être des collabs aussi. Collaboration Des surtout. collabs avec des groupes. Moi, j'ai fait 2 morceaux avec un groupe qui s'appelle Oval, qui est un groupe de musiciens soul au Japon. Je pense qu'avec IAM, ce serait bien d'accentuer ça. Et D'approfondir. Ouais. c'est valable avec le Japon, mais c'est valable avec toutes les musiques. Moi, pour dire la vérité, IAM,
dès la base, dès les premiers albums des Ombre et Lumière par exemple. C'est un mélange de musique africaine, de musique indienne, de musique arabe et le premier morceau d'Ayam qu'on a enregistré et fait, c'est Pharaon revient et on rappe sur un sample de Mohamed Abdel Waheb, c'est de la musique égyptienne traditionnelle. Donc voilà. Bonjour. Bonjour. Salut. Je m'appelle Manon. Salut, Enchantée. Manon. Ayam, vous êtes considéré comme un groupe pilier du rap, du hip-hop. Je voulais savoir un peu votre vision sur le rap d'aujourd'hui. Il y a pas mal de rappeurs là sur le Cabaret Vert, Romo Elvis hier, aujourd'hui Orelsan. Est-ce qu'il y a un rappeur aujourd'hui, un artiste dans lequel vous vous reconnaissez? Et alors ça va être du rap américain pour moi, parce qu'en fait, depuis l'âge de 13 ans, j'ai grandi en écoutant du rap américain. Il y avait très peu, en 81, il n'y a pas du tout de rap français. Et beaucoup de nos oreilles se sont formatées à écouter du rap américain, donc j'ai beaucoup de mal à... J'arrive à en faire, mais j'arrive pas à écouter du rap français. C'est bizarre. Moi, je découvre avec mon fils. Ouais, avec nos Mon enfants. fils, il en écoute à fond, donc du coup, ça équilibre. Mais pour parler d'un rappeur américain, c'est très vaste. Hein. On peut parler d'une semaine à l'autre. Mais bon, pour parler des bons et de ceux qui restent, c'est à part de J. Cole, Kendrick Lamar, Rhapsody, le nouvel album de Rick Ross qui est vraiment bien foutu au niveau des prods, le nouvel album de Little Brother qui s'est reformé, Fonte et rappeur Big Pooh. Voilà, c'est... Et puis la semaine prochaine, ça va être autre chose avec les nouveautés. Mais en France comme aux États-Unis, comme dans les autres pays d'Europe, comme dans d'autres pays du monde, y compris en Asie, quand on va en Asie, on en rencontre, il y a des groupes de rap super intéressants et des gens qui font des super trucs et des gens qui font des trucs qui nous intéressent beaucoup moins. Je pense que sur le rap français, ça va être strictement la même chose. Et nos goûts ils vont être différents selon les membres. Après, il y a il y a quand même beaucoup de groupes. Finalement, je crois qu'on a plus fait de collaboration que ce qu'on écoute de rap français avec des rappeurs français que ce qu'on écoute de rap français, c'est bien possible. Alors c'est vrai qu'après on a des affinités avec, tu parlais d'Orelsan, c'est quelqu'un qu'on croise souvent, avec qui on a pu travailler, avec qui on a des affinités. Voilà, qui a une certaine tenue sur la distance et qui a une certaine écriture aussi. Alors c'est sûr on va se retrouver sur certains artistes qui vont plus dans le sens de ce qu'on écoute, de ce qu'on aime écrire, ce qu'on aime entendre en termes d'écriture, en termes de flow, en termes de... Mais même maintenant, c'est très large. Je peux écouter du basic boom bap 95, comme je peux écouter du J. Cole, je peux écouter dans mon iPhone. Je pense qu'il y a plus de rap actuel que de rap... Même de la trappe quand c'est bien écrit, bien foutu. Hein. Il y a des artistes qui font des trucs très bons, hein. Même aux États-Unis, moi, il y a des artistes qui, je trouve vraiment, font des trucs extraordinaires. Hein. C'est pas... On ne met pas les catégories. Ce qui nous gêne et ce qui nous a toujours gêné en France, c'est que c'est un pays de catégories, mais pour tout. Hein. Alors vraiment pour tout. Si on est dans ce tiroir-là, tu ne peux pas toucher au tiroir d'à côté. Pour moi, la musique, c'est la musique. Après, il y a des mélanges de genres musicaux qui me parlent moins. Quand le rap rencontre le zouk, ça me parle beaucoup moins. Ou certaines musiques africaines, mais par exemple s'il faut faire de la musique africaine traditionnelle ou quand il y a de la kora avec du balafon, des instruments plus traditionnels, ça va plus me parler. Mais c'est valable pour moi, c'est peut-être pas valable pour d'autres membres du groupe. Et c'est ça que je trouve bien d'Ayam, c'est qu'on a tous des goûts différents et on a toujours des débats sur la musique et on apprend beaucoup des autres. Moi, et comme dit Jo aussi, on apprend aussi énormément de nos enfants. On a tous des enfants qui sont aux alentours de la vingtaine et qui écoutent plein de choses différentes. Donc on écoute de la musique des fois contre notre gré. Mais ils sont pas encore assez bons au foot. Moi, des fois, j'ai véridique, dans la maison, ils ont chacun leur sono avec leur musique. C'est une espèce de chaos musical au milieu et ils se renferment tous et ils écoutent leur musique à fond. C'est ça, c'est l'adolescence. Je pense qu'on était comme eux, parce qu'on avait la discussion avec François, on était pareil, on voulait tout détruire ce que les parents écoutaient. Et moi je ne me rendais peut-être pas compte quand j'étais petit que mon père écoutait Otis Redding et qu'il était un fan absolu de Ray Charles. J'ai même dû dire que c'était de la musique de vieux à un moment donné, je pense. Ouais, et pour moi... J'ai dû le dire au moins une fois ou deux, même plus même, je pense. Et pour moi notre rap il devait tout tuer. C'était une musique de vieux. Alors justement par rapport au rap, on sait que depuis quelques années dans les festivals, il y a de plus en plus d'artistes et de rappeurs qui sont programmés. À votre époque, c'était pas trop le cas et aujourd'hui, on a l'impression que le rap est devenu une musique populaire. Est-ce que c'est juste au retour des choses ou c'est une belle évolution ?
Pour moi, c'est les deux. Ouais, j'allais dire, c'est les deux. C'est les deux, une belle évolution et un juste retour des choses. Pendant un long moment, les rappeurs qui ont eu beaucoup de succès en France ont non seulement pas été invités dans certains festivals, mais pas sur des plateaux télé, comme s'ils ne pouvaient pas bien s'exprimer ou pas bien comprendre les choses, ou comme si c'était pas réellement de la musique. C'est un exercice culturel de MJC pour distraire les gens. On a tout eu. Voilà, donc je pense qu'enfin, beaucoup de gens peuvent comprendre que c'est une musique majeure et que c'est une musique qui a influencé la société française, notamment depuis plus de 20 ans. 20 ans maintenant, 25 ans. Avec tous les aspects de la culture, et c'est pas uniquement le fait de rapper, hein, le DJing, le graphe, la danse, le streetwear, hein, le b-boying, le streetwear, tout, les codes, le langage, tout. Vous citiez tout à l'heure J. Cole, même Kendrick Lamar, qui font plutôt du rap, des textes engagés. Vous vous rapprochez plus de ces rappeurs-là ou beaucoup plus dans le rap américain, oui, plus proche de J. Cole ou de Kendrick Lamar. Ouais. Après, ça ne nous empêche pas non plus. Voilà, certains d'entre nous aiment danser, sont danseurs en ce qui me concerne. On va encore en soirée, donc c'est sûr que j'écoute pas le même son, mais je veux avoir le choix. Donc là, forcément, je vais aller plutôt selon. Si j'ai envie d'écouter du rap, vraiment, je vais aller vers des gens plus comme on vient de citer, des gens qui ont plus de choses à dire et qui l'écrivent de façon plus recherchée un peu. Mais est-ce que le rap engagé, c'est les origines du rap, ou aujourd'hui quand on écoute non. du Black M ou d'autres Non, c'est pour ça qu'on dit. C'est une musique de club à la base. Bien sûr, c'est pour ça que je te dis, moi j'écoute vraiment de tout, c'est très. De 72 à 1982, le rap est essentiellement une musique de club. Donc c'est pas trahir le rap. L'engagement, il arrive beaucoup plus tard, sur le tard. C'est la perception française. Tu sais pourquoi ça a été perçu comme ça? Parce que beaucoup de gens qui étaient dans la presse musicale étaient issus de la presse rock et du rock alternatif, qui avait une forme d'engagement. Et dans cette presse-là, ils ont épousé le rap qui correspondait aux critères qu'ils embrassaient eux. Donc une difficulté de perception de cette musique en tant que musique. Tu sais comment ça s'appelle le rap à l'origine? Du disco alternatif. Donc plus club que ça, il n'y a pas. Donc nous on aime les deux aspects à la fois, et on le retrouve derrière, mais on retrouve des morceaux écrits, des morceaux engagés, et puis des morceaux qui sont pour le rap, ou par exemple très mal perçus justement et c'est pas une critique, hein, parce que grâce au rock alternatif on a pu faire nos premiers concerts, c'est eux qui nous ont ouvert les bras. Mais ils avaient du mal à percevoir ce que c'est l'ego trip. L'ego trip dans le rap, c'est une discipline, c'est une manière, c'est comme les joutes verbales qui existent au Moyen-Orient ou en Afrique depuis 2000 ans. Qui existaient au Moyen-Âge. Voilà, ou au Moyen-Âge ici. C'est la même chose. Depuis le Moyen-Âge. Bonjour, César, Bonjour. Radio Star à Marseille, une radio que vous connaissez un petit peu. Akhenaton, j'ai une question pour vous. Personnellement, vous avez réalisé un film il y a 20 ans, Comme un aimant, qui est un film culte à Marseille, mais pas que. Et vous n'êtes jamais revenu au cinéma. Alors est-ce que c'est un but, un souhait pour vous dans les prochaines années ou pas du tout? C'est une envie et un amour que j'ai du cinéma. Par contre, le milieu du cinéma, il est proportionnel aux sommes investies. Donc si je refais un film, je me ferai beaucoup plus attention à ce que je signe et à ce que je fais. Ça a été une belle expérience humaine et artistique. Après, ça l'a été moins dès que le film a été distribué, tout ça, parce que c'est pas que pour moi, pour Kamel Saleh qui a co-réalisé ce film-là, ça a été une expérience plus compliquée. Mais sans parler de ça, le cinéma, c'est un univers incroyable qui a influencé Ayam. Je pense que quand on voit des albums comme Sadil ou qu'on écoute des morceaux comme L'Empire du Côté Obscur, on comprend vite que le cinéma est important pour Ayam, et des fois on le devance aussi, parce que quand dans la saga Joe sort les griffes de Wolverine à l'époque où il n'y avait que les BD Marvel, on a grandi avec ça. Aujourd'hui, voir des films de la saga Marvel, pour nous c'est carrément notre enfance. C'est notre enfance qui est. Alors il y en a des plus réussis que d'autres, mais c'est un univers auquel on est très lié. La musique de film aussi. Mais il y a aussi un côté du cinéma qui nous a beaucoup inspiré dans l'écriture. Ce côté qu'on a toujours eu depuis le début de storytelling, ça nous vient complètement du cinéma. La façon de planter les personnages, de planter un décor, ça vient directement du cinéma. Et la preuve en est, c'est qu'on avait ce projet qu'on n'a pas pu réaliser parce que c'était compliqué au niveau des droits. Mais on voulait faire cet album qui s'appelait I Am Morricone, pour lequel on avait fait tous les instrus.
Et tout était bouclé. Après, c'est pour arriver à boucler les contrats, c'est horrible. Mais comme quoi la volonté du groupe, elle est de s'inscrire aussi. On est des enfants de cette époque-là, des enfants des films de Sergio Leone et avec les musiques de ces années-là qui étaient des vrais personnages dans les films. Ouais. Maintenant, dans le cinéma français, on fait la musique s'il nous reste des sous. Après la fête de fin de tournage, on fait peut-être de la musique. Merci. Bonjour Ayam. Bonjour. Est-ce que ça vous intéresserait de coproduire vous deux des jeunes talents du rap Alors on l'a fait pendant de nombreuses années, entre 95, 16 et moi j'ai arrêté ma structure il y a 4 ans, 5 ans. C'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps et en fait quand tu commences à produire et si tu veux le faire sérieusement, tu mets entre parenthèses ta propre musique. Donc nous on l'a fait 20 ans, 25 ans. On ne le fera plus maintenant, je pense que c'est à d'autres à prendre le relais et à faire. On se consacre juste à notre musique et plus à avoir de structure de production. Mais moi je suis très fier de notre parcours en tant que producteur. On a commencé en ne connaissant rien, on a terminé sans déposer le bilan et en ayant la structure encore valide. Voilà, on le fait, on a gardé la structure sur laquelle on édite nos albums. Mais plus de prod, c'est dur la gestion humaine. D'accord. C'est très dur. Faut avoir du temps, il faut de Au l'investissement. bout d'un moment, tu fais plus trop de musique. Tu fais plus de son après. Donc si vous voulez coproduire, faut arrêter la musique quoi. Ce serait un peu ça. Mais musicalement, il y a tellement d'expériences et de trucs incroyables à faire en musique, en rencontre, l'univers musical, il est vaste. Je pense que nous, on aime bien expérimenter et rencontrer d'autres groupes ou d'autres genres musicaux. C'est quelque chose qu'on fera de plus en plus à l'avenir, je pense. Merci. Bonjour. Salut. Pour Océanthropos, justement, en parlant de rencontres, est-ce que vous avez, au cours de votre carrière, une rencontre qui vous a profondément marqué artistiquement ? Oh oui, Plusieurs, j'imagine, ouais. mais s'il y en avait une. Artistiquement, laquelle on va citer ? Putain, regarde. Je pense que c'est Rakim. En fait, si on va en citer une. Ouais, en termes d'influence, ouais. C'est quelqu'un qui a inventé le rap moderne, on va dire le flow moderne. Ok. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a 27-28 ans de ça, quand on avait 18 ans au Latin Quarter Club à New York. Et on avait un rêve de gamin, c'était de l'inviter sur scène. Et on a joué à Summer Stage à New York. Et on l'a invité. Et il est venu faire un de ses classiques, il est venu faire Microphone Fin. On a spoilé le morceau. Et on a fait les bacs du morceau et tout, après on en a parlé. Et j'avais un disque que j'ai fait re-signer 27 ans plus tard. Et pour nous, c'est quelqu'un qui représente énormément dans l'envie, le Père Noël. Il a notre âge, mais l'envie de continuer à rapper, l'envie de faire des choses. Et puis Je pense aussi, qu'il nous l'a beaucoup il est responsable de ça aussi. Ok, merci beaucoup. Donc Rakim, c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans l'histoire d'Ayam. Est-ce que vous, justement, vous avez encore l'envie de rapper ? Est-ce que vous, justement, vous avez encore l'envie de rapper ? Si Pendant on n'avait pas longtemps l'envie de rapper, on le ferait arrêterait. plus. On n'a rien fait à contresens. Je pense que même Même des quand, fois, ça nous, aujourd'hui, même quand ça nous a porté tort. Ouais, mais même aujourd'hui, des fois, même l'envie est encore plus grande parce que justement, dans des périodes où c'est éclectique, où ça part dans tous les sens, c'est bien d'arriver à prendre des risques et faire des sons, et essayer des choses. L'envie de rapper ou l'envie de faire des sons, de produire, c'est pareil. Le beatmaking, c'est une discipline qu'on pratique dans le groupe, mais tout est une question d'envie et de passion. Voilà. Le jour où il n'y a plus la flamme, je pense qu'on fera, chacun des membres se dira bon mais moi j'ai plus l'envie, j'ai plus la flamme, je fais autre chose. On s'éclate toujours autant, on passe des moments incroyables en tournée, et il y a un truc qu'on n'a pas quand on est jeune, c'est quand on est jeune on ne s'aperçoit pas de l'importance de l'instant. Aujourd'hui, quand on est en studio, quand on est en tournée, on est capable de faire un recul sur nous-mêmes, de regarder ce qu'on fait, de dire oh c'est quand même terrible.
Des fois, là, on était à New York en train de bosser, on marchait dans la rue et on avait une vue sur tout le Midtown là, avec l'Empire State. Comme quand on était gamin, qu'on avait 17 ans, 18 ans, qu'on allait à New York tous les matins, on s'arrêtait, on regardait, on faisait putain quand même. On est encore là. Quelle chance. On y est encore. Et voilà, on a conscience d'être dans la musique encore de par notre travail, mais aussi conscience d'être des privilégiés et de pouvoir vivre des choses qui sont des choses extraordinaires. Justement, environ 500 000 fans sur votre page Facebook, mais votre succès ne s'est pas construit grâce aux réseaux sociaux, comme certains que je ne vais pas citer, mais grâce à votre travail justement. Vous êtes fier de ça, de cette renommée qui est due à votre travail principalement? On est fiers surtout parce qu'on peut dire que les fans d'IAM sont des véritables fans au sens où on fait des concerts, où il y a des gens qui connaissent les morceaux, qui reprennent les refrains par cœur. Sur internet, c'est sûr qu'on est présent, on met de l'artistique, mais on bâtit rien. Et surtout, on se refuse à rentrer dans le système d'achat de vues ou d'achat de likes ou d'achat on n'est pas dans une course. On a quitté la course, on a tous autour de 50 piges. Je sais pas si on y est rentré un jour. Après, pour des plus jeunes, c'est vrai que c'est compliqué. Ils regardent les vues les uns des autres. Imagine un artiste qui sort mais qui n'achète pas ses vues alors que tous les autres achètent. C'est un peu comme le dopage dans certains sports. Si tu te dopes pas, c'est pas que t'es pas bon, mais tu arrives 20 minutes après les autres à l'arrivée de la course. Et au bout d'un moment, il y a une sorte de dictature du chiffre. Et cette dictature du chiffre, heureusement, le résultat. Et c'est un luxe, on n'est pas entièrement dedans. On y est un peu dedans parce que bien sûr, au bout d'un moment, les résultats des ventes d'albums, ils comptent pour les remplissages, les jauges des salles, tout ça. Mais on n'est pas dans la course à dire on fait la course avec eux ou avec eux ou avec eux. Donc ça nous assure une indépendance et je pense que aussi que les gens qui nous aiment, ils aiment l'indépendance de ton, ils l'écriture, aiment le choix artistique, les contradictions d'IAM, parce que c'est parce qu'on a dit les conneries aussi. Hein. Bien sûr. Bonjour Ayam. Le premier qui parle de l'OM, j'y je jette mon parle de micro. loin. Non, je rigole. J'ai pas l'accent. Non. Quels sont justement les sujets qui vous inspirent aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé depuis 25 ans? Alors là, on pourrait rester assis et laisser tomber la nuit au bord d'un Meuse, énormément de choses. Et je pense que l'évolution technologique de ces 25 dernières années, elle fait qu'il y a des tas de choses qui ont changé. Pour parler des choses en bien qui ont changé, c'est la possibilité de faire de la musique de manière démocratique et de ne plus être esclave du fait de payer 2000 balles pour aller à un studio enregistrer sa musique. Ouais. Les technologies, les plugs et tout ça, ça ouvre un univers incroyable. Ça l'a rendu encore plus accessible. Ça l'a rendu encore plus accessible à tous les niveaux, autant au niveau création qu'au niveau consommation, qu'au niveau à plein de niveaux. Quoi. Après, il faudrait que le streaming profite encore plus aux artistes qu'aujourd'hui, c'est compliqué. L'initiative de Jay-Z pour ça, elle est extraordinaire. Sûr, on peut s'attarder à parler des choses qui ne vont pas depuis 25 ans, mais on le dit dans nos morceaux, dans Révolution, Riga Mortis, il y a des choses qui n'allaient pas du tout il y a 25 ans, 30 ans, le monde n'était pas meilleur. Hein. Aujourd'hui, la guerre se déroule sur d'autres terrains, elle se déroule avec des forêts qui brûlent, avec des entreprises qui sont rachetées par d'autres, avec des membasses sur l'eau, ou avec des guerres qui ont l'eau en background. On veut racheter le Groenland, ces tas de choses-là. Il y a 30 ans, c'était des guerres directes par sud-américains ou africains interposés. Et, bon, ça dure encore en africain, mais il y avait des guerres et un monde beaucoup moins stable. Pour les gens qui disent l'Europe, c'était mieux avant. Il faut ouvrir un peu les livres d'histoire au bout d'un moment. C'est un continent qui est en guerre depuis 2000 ans. Grave. Et donc, je pense qu'il y a depuis 25 ans, il y a des choses terribles, mais il y a des choses magnifiques aussi. Voilà, après, il y a des... la question reste la même, cependant. Hein. La question reste la même. La question, c'est pas de savoir ce qu'on aurait dû faire ou ce qu'il aurait fallu faire, c'est qu'est-ce qu'on fait. Ou qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a. Alors, vous avez parlé de votre envie de rapper, vous avez parlé de vos anciennes chansons, des anciens thèmes que vous avez abordés, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas des chansons que vous en avez marre de jouer sur scène? Est-ce que vous n'aimeriez pas être un peu moins connu pour parfois prendre un peu plus de risques? On le fait, c'est justement ce que je disais, on le fait quand on joue aux États-Unis ou en Chine, où on se retrouve, on dit bon, une fois on s'est retrouvé par exemple en banlieue de Foshan, à Hyundai en Chine, avec 6000 personnes qui ne connaissaient pas du tout nos morceaux. Et là, c'était une sensation extraordinaire, c'est-à-dire... Bizarre au départ. Ouf, ils ne connaissent pas le Mia.
Et on va redémarrer à zéro. Et on leur a fait danser le Mia. Mais véridique. On avait tous 6 000 les gens qui dansaient, qui chantaient. En phonétique. Bon, pour être, C'était rigolo. 6 000 en phonétique, c'était rigolo. pour être un peu trivial, c'est vraiment c'est ça des fois qui est bandant aussi, c'est-à-dire de se mettre un peu sur le fil du rasoir ou en danger, ou quand on joue avec un orchestre philharmonique comme on va le faire l'année prochaine, on l'a fait là, ou l'année prochaine au Canada, 3 dates avec 100 musiciens. C'est des challenges techniquement qui sont compliqués, avec une autre forme de... Mais vous l'aviez déjà fait ça, je crois. Mais non pareil. On l'a Parallèlement déjà ça. fait, mais tu sais qu'il y a autant de différences. C'est comme redémarrer à zéro. Tu passes de 40 à 100 musiciens. Il n'y a plus rien qui est pareil. Mais parallèlement à ça, tu nous mets dans une salle à 1200 personnes compacte avec de la sueur et du gros son, on est les plus heureux. Hein. Ou alors, Aussi, hein. ou alors, Bah, par venez chez exemple, moi, on fait une teuf chez moi alors. voilà. Ouais. Tu sais Ouais, mais c'est vrai, parce que le rap à la base c'est ça, c'est plafond bas, gros son. qu'en Nous, Égypte, on aime ça. en Égypte, on était allé rencontrer l'orchestre populaire du Caire, qui sont que des instruments traditionnels égyptiens. Ah ouais. Et on était allé juste les voir, et ça finit en freestyle avec que des musiciens qui jouaient des percussions, des instruments à vent, des instruments à cordes, Je suis pris de des croire que chanteurs traditionnels c'est arabes. impressionnant. hein. C'est impressionnant les percussions. C'est vraiment des moments où des fois sur des instruments percussifs et des ensembles percussifs, il y a une puissance qui s'en dégage. Il y a un autre truc auquel j'avais assisté un jour au Maroc, ça donne des idées, mais tu vois, ou faire une collab avec des gens qui jouent du gros cas, qui est une musique biolibération aux Antilles, ou alors au Maroc, il y a un truc qui s'appelle Darba Marakchia. C'est un ensemble de percussions qui joue quasiment tout à l'unisson avec un chanteur. Et une fois, je suis allé voir un concert, j'avais l'impression qu'il y avait un rouleau compresseur qui me passait dessus, tellement que c'était puissant. Et la musique, elle a ce côté-là inexplicable, et des fois, ça procure des sensations. Alors, ça peut être la musique, ça peut être le cadre, ça peut être les deux, et ça peut être l'image des fois. Là, dernièrement, on parlait ensemble. Je suis pas du tout house music, ou c'est pas trop mon truc. Mais on m'a montré le clip d'un groupe qui s'appelle The Blaze et qui a fait un morceau qui s'appelle Territory, qui est tourné en Algérie. Le clip, il a une puissance. Il n'y a pas un mot dans la chanson, et pourtant le clip en dit beaucoup plus que des fois des chansons en texte disent. Les larmes du début, les séquences où il fait le shadow, où il s'entraîne, où il est avec sa mère. Enfin, voilà, c'est des moments, et voilà, la puissance de la musique, elle est là, dans plein de choses diverses. Vous l'avez dit, vous êtes toujours là parce que le plaisir est toujours là. Question qui fâche, est-ce que vous avez encore des choses à dire? Je pense que si on n'avait plus de choses à dire, on ferait de la musique instrumentale. Déjà, puis vous ne seriez pas là, je pense. Et puis, ouais, bien sûr, on a des choses à dire. Bien sûr, on vit toujours sur la même planète. On vient de dire justement qu'il y a quand même toujours pas mal de problèmes. On a des enfants, donc on est peut-être plus inquiet que si c'était que nos gueules, ça irait. Mais c'est pas le cas. Et même en Ego Trip, hein, on a des morceaux dans les titres qu'on prépare qui sont des morceaux qui ont aucun engagement, qui sont juste de l'ajout verbal. Ça fait partie de notre envie. Je pense que justement quand l'envie se coupe, on n'arrive plus à écrire ces textes-là. Ouais. Mais des fois, un instru peut te donner envie. Tu vois, je parlais d'un album de Rick Ross, il y a 2-3 sons dedans, je me dis putain, j'aurais bien écrit un couplet sur cet instru-là. Ouais, il y a des sons comme ça où d'un coup tu as tout. Tu écoutes le son et tu sais déjà comment tu vas te placer, tu as le flow qui te vient, tu as des bribes de sujets, il y a des morceaux qui te font. Tant qu'il y a des morceaux qui te font encore ça et que tu prends plaisir à les écrire et à te creuser la tête pour écrire mieux. Ouais. C'est ce que tu écoutes en fait qui t'inspire. Par exemple, le dernier Fat Joe, Lil Wayne et Dre, ils sont tous les trois, le morceau il s'appelle, c'est Let's Get It On, Pullin, il s'appelle, Pullin. Moi la prod elle me rend dingue, j'aurais aimé faire un 16 dessus, il faut un 16 chacun, la prod elle est démente. Voilà. Et c'est club, hein. Ça n'a rien à voir avec du rap engagé, mais ça le fait sur, ça le fait sur certains morceaux. Quand ça le fait, ça le fait. Des fois c'est pas explicable, c'est ça aussi la musique. Il y a des... Dernière question, il va ressembler à quoi le show de ce soir? Alors, il y aura des mecs. Un concert de hard rock. Non, ça va être un concert de rap classique avec, puisqu'on est en formation. On a fait pendant des années la formation avec le band en live, avec les musiciens. Là, on est sur l'école du micro d'argent avec une sorte de suite de tournée qu'on faisait dans les années 90 avec une formation beaucoup plus orthodoxe sur scène. En même temps, dans moins de temps. Et beaucoup d'images.
On a fait je pense une création. Ouais, c'est court ce soir, c'est 1 heure, c'est super court. Nous, on est plutôt habitués à jouer 2 heures et quelques, mais Nous, on s'installe tranquille, mais là, 1 heure. on a fait une création d'image. Alors après, on joue 2 jours, je pense. Enfin, on sera à la tombée de la nuit. Voilà, ça va être basé sur un côté à la fois très rap performance et très théâtral. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Ça y est, tu as le coup de barre. Le micro, toi aussi, tu as le coup de... Oui, je peux vous monter un petit